Hello, hello les amis. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre sujet brûlant. Il s'agit du sujet que j'ai intitulé comme suit: Quand les femmes arrivent au pouvoir, pourquoi certaines ferment-elles des portes derrière elles? Eh oui, bam, 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 let's go. Il y a une conversation que beaucoup évitent dans notre société, que beaucoup évitent dans les conférences sur le fameux empowerment féminin. Parce que cette question dérange. Et donc aujourd'hui, nous allons en parler et j'aimerais qu'on en parle constamment après donc ce podcast afin de pouvoir briser le plafond de verre. Mais que se passe-t-il une fois que certaines femmes arrivent enfin de l'autre côté et pourquoi certaines deviennent-elles des gardiennes du système qu'elles dénonçaient jadis? Et surtout, pourquoi tant de jeunes femmes brillantes découvrent-elles parfois que la résistance la plus froide dans certaines salles ne vient pas toujours des hommes, mais plutôt de leurs semblables? Sujet sensible, mais hyper nécessaire. Let's go! Il faut commencer, je pense, par poser un constat que peu osent formuler à voix haute, je veux dire. Donc, l'accès au pouvoir ne transforme pas automatiquement les comportements. Mesdames, ça, il faut le savoir parce que le pouvoir va venir amplifier les talents, les vices, les qualités et bien sûr les défauts. Et c'est là que la conversation devient inconfortable et je trouve cela très intéressant. Dans de nombreux conseils d'administration, de nombreuses institutions publiques et bien sûr les banques de développement, les multinationales et même dans les organisations internationales et même en tant qu'expatriée ou consultante, on observe un phénomène silencieux mais je dirais structurel. Certaines femmes, une fois positionnées dans les cercles de décision, reproduisent parfois les mêmes mécanismes d'exclusion qu'elles ont subis. Donc, non pas par absence d'intelligence, mais surtout par adaptation à un système conçu sur des logiques de rareté. Première dérive, j'aimerais parler de la légitimité par le durcissement. Certaines leaders adoptent une posture hyper compétitive, froide, presque défensive pour pouvoir prouver qu'elles méritent leur place. La conséquence, c'est que le leadership devient une performance de survie et non pas une stratégie de transformation en commençant par soi. Deuxième dérive que j'ai remarquée, c'est la solidarité conditionnelle. Le soutien entre femmes devient sélectif, hiérarchisé et parfois trop transactionnel. Je t'aide si tu ne menaces pas ma position. Je t'aide si tu ne représentes pas une menace pour pouvoir me remplacer. Résultat, on remplace le plafond de verre par un escalier absolument verrouillé. Troisième dérive, j'aimerais parler du gatekeeping. Ce gatekeeping silencieux. Le refus implicite de pouvoir sponsoriser, de mentorer ou encore d'ouvrir des réseaux. Pas par méchanceté, mais surtout par peur inconditionnelle, par peur inconsciente de dilution de son capital social. La dérive numéro 4 dont j'aimerais aussi vous parler, c'est l'alignement excessif autour des systèmes existants. Je m'explique. Pour être accepté dans un certain cercle, certaines leaders adoptent les codes les plus rigides du système masculin dominant qu'elles répliquent auprès de leurs pairs féminines. Moins de collaboration, plus de contrôle, moins de transmission, plus de rétention. Et pourtant, le paradoxe est très violent. Ces comportements renforcent précisément les structures qu'elles étaient censées transformer et maintenant regardons donc le coût systémique que ce comportement génère. Selon plusieurs études sur la gouvernance inclusive,
par exemple abordée par la Banque mondiale, par ONU Femmes, par l'OCDE. Toutes ces organisations internationales que nous admirons et qui nous parlent de leadership féminin inclusif et collaboratif ont toutes présenté plus d'innovation organisationnelle, une meilleure performance de gouvernance, une plus forte rétention du talent et bien sûr une croissance plus durable. Donc la question n'est donc plus morale, elle est plutôt économique. Un leadership féminin qui exclut et reproduit surtout une perte de capital humain est complètement à bannir. Un leadership féminin qui ouvre et génère surtout de la croissance systémique est plutôt celui qu'il faut encourager. Donc la vraie question ici n'est pas de savoir pourquoi cela arrive-t-il. La vraie question est plutôt de se demander comment arriver donc à casser ce cycle sans naïveté et surtout sans idéologie. Voici quelques solutions structurelles que j'ai eu à noter pour pouvoir vous aiguiller sur la question et bien sûr permettre aux leaders féminins de pouvoir intégrer cela dans leur système de gouvernance. Premièrement, j'aimerais parler des KPI, le KPI de leadership inclusif. Il ne s'agit plus aujourd'hui dans cette ère de mesurer seulement la performance individuelle des leaders femmes, mais plutôt il s'agit maintenant de mesurer le nombre, en tout cas de femmes talentueuses à sponsoriser. Il faut connaître le nombre de promotions indirectes que cela peut générer, mais aussi la création de nouvelles pipelines de succession dans des sphères de pouvoir. Le leadership, donc ici, devient mesurable dans son impact collectif. Deuxièmement, j'aimerais qu'on parle du mécanisme de sponsorship obligatoire. Dans les boards des institutions, par exemple, chaque leader senior devrait pouvoir activer 2 à 3 sponsoring actifs de profils émergents. Ceci n'est pas du mentorat passif, mais plutôt du sponsoring réel. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique est beaucoup mentorée, mais elle est très peu sponsorisée. Troisièmement, j'aimerais parler de gouvernance de la transmission ou encore gouvernance par la transmission. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, combien de personnes avez-vous, vous particulièrement qui m'écoutez, combien de personnes avez-vous réellement fait progresser structurellement tout au long de votre carrière? Ça, c'est une question en fait que chacun devrait se poser et je pense que le pouvoir sans aucune transmission devient simplement une impasse organisationnelle. Quatrièmement, j'aimerais parler des réseaux féminins, ces fameux networks de femmes de pouvoir qui sont pas du tout compétitifs. Eh bien, nous devons désormais passer de réseaux de visibilité à des réseaux structurants, à des réseaux de capital, à des instruments économiques et diplomatiques stratégiques afin de pouvoir permettre non seulement l'accès au financement, mais surtout permettre un renforcement de capacité, un échange intergénérationnel, accorder des accès à certaines sphères de décision, accorder des accès à la gouvernance, mais surtout faciliter l'accès à de nouveaux marchés. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Donc, il faudrait que, mesdames, nous avancions avec notre temps. Cinquièmement, j'aimerais parler du changement de paradigme mental. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, le pouvoir ne doit pas être une chaise à protéger. Un job, une position, une promotion ne sont pas des acquis sur lesquels il faut s'asseoir pour bloquer la voie à d'autres femmes. Donc c'est plutôt des infrastructures à pouvoir élargir et c'est ici que l'Afrique pourrait nécessairement entrer dans une équation absolument critique parce que sur un continent où la jeunesse est majoritaire et où les opportunités doivent être massifiées et non centralisées, chaque posture de fermeture ralentit directement le développement économique. Donc ici, on ne parle pas seulement de leadership féminin, on parle plutôt de productivité continentale. C'est de ça qu'il s'agit. Dans certaines traditions africaines, on disait « celui qui s'assoit seul sur la natte finit par sentir le froid du sol ».
Le leadership du futur ne sera donc pas évalué à la capacité d'occuper un siège, mais plutôt à la capacité de multiplier les sièges autour de soi. Je suis Vénitia Guinaud, stratège Global Africa, entrepreneur média et bien sûr présidente du Tropics Group of Companies. Vous écoutez le Vénitia Guinaud Blueprint Podcast. Suivez-moi partout sur les réseaux @Vénitia Guinaud. Et pour un speed meetup stratégique, le lien Calendly est bien sûr disponible en description. À très bientôt et souvenez-vous que le pouvoir qui ne se transmet pas de génération en génération, eh bien, devient rapidement une illusion de stabilité. À très bientôt.